Je me présente, donc Johanna Janik, je travaille au CNRS à la direction des données ouvertes de la recherche. J'hésite parce qu'on a changé le nom récemment. Merci beaucoup pour cette invitation et je suis très contente de pouvoir partager avec vous ma modeste expérience dans la promotion en quelque sorte de la science ouverte et vous parler des différentes initiatives, services et outils qui permettent justement d'adopter les démarches compatibles à la science ouverte. Et je vais juste arrêter la vidéo pour ne pas solliciter trop. Est-ce qu'on peut mettre en plein écran? Ah, d'accord, oui, absolument. Voilà. Ça va? C'est bon. Et donc, on va commencer juste pour vous présenter, je vais commencer rapidement pour vous présenter mon plan. Et pourquoi? Bon, je vais revenir vraiment rapidement sur certaines notions parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été déjà dites, notamment par Élise, mais aussi par Aude. Je vais plutôt revenir à un niveau pragmatique, si j'ose dire, c'est-à-dire pour vous donner vraiment les tuyaux et vous parler des initiatives, vous donner des liens sur des ressources. Et en quelque sorte, c'est pas que ça a commencé par ça, mais je vous donne ici l'image du passeport pour la science ouverte. Je pense que d'ailleurs, c'est pour ça que vous m'avez invité, parce que j'ai eu le plaisir de partager donc avec quelques collègues du comité pour la science ouverte, ou plutôt plus particulièrement du collège compétences et les collègues de l'Université de Lille, justement le moment de rédaction de ce passeport qui est donc destiné surtout aux doctorants et qui donne des côtés, justement des points pratiques, développe les côtés pratiques pour entamer la démarche de la science ouverte. Donc pour suivre mon plan, ensuite on va parler, je vais suivre en fait la trame du passeport, comment diffuser votre thèse, comment diffuser, commencer à entamer les démarches de premières publications scientifiques en accès ouvert, comment s'attaquer aux problématiques de données, des données que vous allez produire. Je vais faire un tout petit point sur les problématiques juridiques. Et à la fin, je voudrais faire quelques focus sur les problèmes de la recherche reproductive, de l'ouverture des codes et des logiciels open source, les problèmes liés à l'évaluation et le point sur text and data mining. Et complètement à la fin, vous aurez un diapo avec les ressources, les liens sur comment aller plus loin. Donc, je vais commencer par vous dire justement rapidement, revenir rapidement sur pourquoi la science ouverte. Et là, j'ai piqué les diapos ou une partie des diapos qui présentent souvent Maren Dacos. Maren Dacos qui est conseiller à la science ouverte auprès du directeur général de la recherche et de l'innovation au ministère de la Recherche. Et qui justement nous présente ces diapos en disant pourquoi la science ouverte? Eh bien, la recherche publique, c'est l'argent public et donc il faut que cet argent revienne au public et puis c'est tout. C'est le fondement de la démarche en fait. Et il faut maintenir à tout prix les coûts des publications à un niveau acceptable. Élise en a parlé longuement de cette crise d'abonnement, en tout cas crise qu'elle ressente fortement les bibliothèques, les universités, parce que les prix des abonnements ont tellement augmenté ces dernières années qu'il y en a qui ne peuvent plus se permettre justement de les assumer. La science ouverte, c'est aussi la recherche de meilleure qualité. Les politiques en sont convaincus. La science ouverte, c'est ouvrir, ça veut dire ouvrir les publications, les données, et d'une certaine façon, ouvrir aussi les méthodes. Et ce n'était pas tout à fait possible encore au temps du 19e et même encore du 20e siècle à cause de façon analogique des transmissions de l'information. Aujourd'hui, à l'heure de la transformation numérique, cela est enfin possible. Et enfin, si nous ouvrons la science, elle sera également plus accessible à la société à divers titres, en étant accessible en interprétation et en médiation.
Et là, à droite, vous avez l'image du rapport de la Commission européenne publié en mai 2016 qui rassemble certaines des idées clés qui sous-tendent l'innovation ouverte, la science ouverte et l'ouverture au monde et met en lumière les actions qui sont déjà en cours ou en préparation. Open Innovation, Open Science, Open to the World. Alors là, juste un petit clin d'œil sur d'abord bon, la page à droite, la page de passeport pour la science ouverte, qui présente un peu les différentes étapes de la diffusion de sa recherche. Et à gauche, on a récolté aussi, en préparant le passeport, un certain nombre de questions en échangeant avec les doctorants de l'Université de Lille, des différentes disciplines, les questions que se posent justement les jeunes chercheurs par rapport à la science ouverte, par rapport à la diffusion de leurs travaux, à la fois thèse, mais aussi les publications, etc. Donc, la question, j'ai rédige ma thèse, je la diffuse et comment ça se passe. Et alors, pendant la rédaction de la thèse, de nombreux outils collaboratifs, bien sûr ouverts, peuvent répondre précisément aux besoins rencontrés par les doctorants lors de cette étape. Qu'il s'agisse d'outils de référencement bibliographique ou d'outils rédactionnels, différents logiciels libres vous permettent d'optimiser le travail par l'automatisation de certaines tâches et de gagner en lisibilité selon les spécificités propres à chaque discipline. Et là, par exemple, Zotero est un bon exemple justement d'un logiciel libre et gratuit qui permet de différentes références bibliographiques collectées au fur et à mesure des recherches et de les mettre en forme de bibliographie. Aussi, un autre peut-être utile de prendre en main, les langages de balisage Markdown et la tech permettant de séparer les contenus et la mise en forme. Et la diffusion de sa thèse en accès ouvert en déposant dans une archive ouverte est le premier pas de la diffusion des travaux en accès ouvert pour les jeunes chercheurs, pour les doctorants. Une sensibilisation aux archives ouvertes, à leurs bénéfices et à leur fonctionnement est donc le premier pas indispensable à cette étape. Et aujourd'hui, on sait que les bibliothèques universitaires, les bibliothèques de recherche dans les labos se chargent largement de promouvoir ce type de dépôt et donc donnent et font des formations nombreuses des formations à ce sujet. Et je voulais ici mentionner le problème d'Orchid, en fait, d'identifiant Orchid, qui a pour l'objectif justement de résoudre les confusions de noms d'auteurs dans les publications scientifiques. L'Orchid est une organisation internationale à but non lucratif qui gère un répertoire central, Orchid Registry, d'identifiants chercheurs, Orchid ID, associés à des informations relatives aux activités des chercheurs inscrits. Et l'identifiant ORCID permet de relier entre eux les produits de l'activité du chercheur gérés par les différents systèmes d'information. Par exemple, un article soumis à une revue, ensuite publié, puis indexé par différentes bases de données bibliographiques. D'où l'importance justement d'adopter et de se procurer rapidement son identifiant. Alors, je poursuis ici avec des exemples de diffusion de vos publications. Au départ, on commence donc par les archives ouvertes ou des serveurs de préprint. Il y en a un certain nombre. Juste petit rappel de vocabulaire. Qu'est-ce que c'est un préprint? C'est une prépublication, le manuscrit d'auteur, version d'un potentiel article rédigé par l'auteur qui n'a pas encore été soumise pour publication dans une revue ou qui a été soumis et n'a pas encore été relu par des pairs mandatés par la revue. Ou encore qui aurait pu être rejeté par une revue après soumission. Donc tout ça, c'est des questions de préprint. On sait qu'il y a souvent des questions au sujet de ce type à ce stade de publication.
Et donc, avantage de ces dépôts dans des archives ou sur des services de préprint, une diffusion bien sûr rapide à une audience élargie des résultats de ces recherches, information très précoce sur des résultats obtenus, une bonne visibilité immédiate et publique donnée aux résultats d'une recherche. Cela peut aussi contribuer à se faire connaître en tant que chercheur dans son domaine. Et c'est aussi un encouragement des pairs intéressés à réagir aux résultats présentés en commentant ou en recommandant le projet d'article. C'est donc un bon moyen de valoriser ces travaux, surtout pour des jeunes scientifiques, qui peut aider à la progression, notamment de leur carrière, recrutement, promotion, etc. Et je voulais vous mettre en avant HAL, bien entendu, qui est une archive nationale, un archive ouverte nationale, et qui a été dotée de moyens exceptionnels, qui est maintenue par le CNRS, l'INRAE et l'université de l'INRIA et l'université de Lyon, et qui, dans le modèle économique, nouveau modèle économique a été validé en 2020. Donc aujourd'hui, comme vous savez, l'obligation est donnée de dépôt dans HAL pour toutes les publications des agences CNRS, de chercheurs CNRS, pour le CRAC, à la fois CRAC, c'est la campagne justement de publications récoltées au sein du CNRS en 2019 et aussi prolongées bien entendu en 2020. HAL fonctionne avec les partenaires universitaires, je l'ai déjà mentionné, et d'autres organismes de recherche. Et bien sûr, c'est une archive nationale dedans qui différents établissements ont des dépôts de leur publication visibles sur HAL. Par rapport aux journaux open access, publier dans une revue scientifique en accès ouvert permet à tous d'avoir un accès gratuit et immédiat à votre article. L'objectif, bien sûr, est un accès immédiat, libre et gratuit pour tous et sans restriction d'usage. Vous pouvez utiliser pour connaître différents titres de ces journaux. Vous pouvez consulter les directories, ça a été déjà, Elise l'a déjà mentionné, la DOAJ, Directory of Open Access Journals, et répertoire créé par l'Université de Lund et qui propose environ 8000 revues scientifiques en libre accès dans toutes les disciplines. BioLine International, cette coopérative de publication aussi à but non lucratif, propose sur son site internet le libre accès à plus de 50 revues scientifiques courantes et des pays du Sud, et Electronic Journals Library, et c'est un répertoire de la société Max Planck qui donne accès également à plus de 8000 revues scientifiques et qui sont toutes en libre accès. Et petite attention, point de vigilance sur les conditions financières. On l'a déjà aussi mentionné, les problématiques des revues hybrides et de APCs, les charges à payer. Donc, revues hybrides, malheureusement, phénomène qui existe pour augmenter les revenus. Certains éditeurs conservent le modèle traditionnel d'accès par abonnement tout en proposant en option payante la publication de l'article en accès ouvert. Et cette pratique revient finalement à payer 2 fois l'institution, une première pour accéder à la revue et une deuxième pour publier l'article. Donc, c'est un modèle économique qui est absolument à bannir, en tout cas à soutenir et appelle à ne pas faire appel à ces revues-là. Article Processing Charges, donc le type de revues avec des frais de publication ou qui sont facturés. Ces frais peuvent faire l'objet d'une prise en charge par votre laboratoire ou organisme de rattachement. Et il y a également, bien sûr, des revues, heureusement, sans frais pour l'auteur. Le financement de la revue est pris en charge en amont et par l'organisme qui édite ou diffuse la publication selon différentes modalités. La souscription freemium en est un bon exemple.
Aussi, un petit point de vigilance, et Elise l'a rappelé déjà aussi, c'est les journaux prédateurs, donc je ne m'attarde pas là-dessus, avec justement, je vous ai mis le lien sur Stop Predatory Journals, le site qui regroupe, répertorie ces journaux prédateurs, où il y a à peu près 1300 revues actuellement. Mais il faut savoir quand même que ces listes ne sont pas toujours tenues à jour, donc vigilance, et qu'elles ont déjà été critiquées. Bon, le contraire aurait été étonnant. Ensuite, on passe maintenant à la production des données. Encore une fois, vous avez ici l'exemple du passeport, de la page du passeport qui commence à traiter de données et qui évoque les données, les principes FAIR, et de l'autre côté, du côté gauche du diapo, les questions posées par les doctorants que nous avons recueillies lors de la rédaction du passeport. Alors, on commence à produire les données et là, comme d'ailleurs Élise, j'ai utilisé encore ici l'image de la parapluie. Celle-là vient de l'Université d'Oxford, qui présente la gestion des données de recherche en un terme général qui couvre la manière dont les informations sont organisées, stockées, traitées et à court et à long terme. Donc, gérer des données de recherche fait partie, bien sûr, du projet de recherche. La gestion des données, en anglais, Research Data Management, souvent, donc ces sigles apparaissent RDM, recouvre l'ensemble des activités, des étapes et des activités associées de gestion, de conservation, de diffusion et de réutilisation de données scientifiques. Et pourquoi? Tout simplement, améliorer les pratiques de gestion des données de la science devient nécessaire pour les rendre accessibles, les partager, pour permettre la réutilisation ou la reproductibilité des données et qui sont souvent financées, pour ceux qui sont financés à plus de 50% sur des fonds publics. Une bonne gestion permet une meilleure visibilité, qui favorise la diffusion élargie et accroît l'impact de ces recherches, oui. Et des données de recherche correctement formatées, décrites, identifiées, gardent une valeur à long terme. Elle permet aussi d'assurer la traçabilité, elle permet d'assurer l'intégrité de la recherche et la validation des résultats, de données de recherche exactes et bien gérées, et complètes, permettent de retracer les processus qui ont conduit justement à l'obtention des résultats. Qui sont les acteurs qui sont concernés? On a envie de dire beaucoup de monde, en tout cas différents types d'acteurs avec des compétences qui ont évolué. Bon, en premier lieu, bien sûr, les chercheurs, mais aussi des expertises professionnelles dans des secteurs d'appui à la recherche, comme l'information scientifique, les systèmes d'information, la propriété intellectuelle, la valorisation, la communication, etc. Et pour formaliser ces différentes étapes plutôt de gestion des données, conservation, diffusion et la réutilisation des données, on évoque souvent le cycle de vie des données. Il en existe différentes représentations, et là, je me suis servie de deux. Et de deux différents. L'un est celui de l'Université de Lausanne, et deuxième à droite, c'est celui du CIRAD, qui est un cercle vertueux où on peut faire correspondre en différentes phases à la fois les cycles de vie des données correspondent aux différentes phases d'un projet scientifique. Le cycle de vie des données est un outil qui permet de cartographier les différentes phases et des projets et voir comment elles se connectent l'une à l'autre, puisque justement c'est un cercle, c'est-à-dire les étapes se répètent à chaque fois. L'utilisation d'un cycle de vie permet de passer d'une perspective courte
a une perspective à long terme par rapport à la gestion des données dans son ensemble. Ces étapes impliquent des activités particulières. Donc, comme vous voyez, élaborer les plans de gestion des données qui commencent pratiquement tout au début. Il n'est pas mentionné par la suite, mais il est quand même soumis à des mises à jour régulières. Il décrit aussi donc les métadonnées décrivant les données. Il faut choisir les entrepôts pour déposer les données. Il faut administrer les infrastructures de conservation des données et découvrir et explorer les données, réutiliser les données, définir un cadre législatif, juridique ou contractuel pour la diffusion de ces données. Et tout cela, justement, est représenté dans ce cycle de vie. Alors, maintenant, l'une des activités, l'une des étapes du RDM, donc de la gestion des données très importante, est la rédaction des DMP. Data Management plan de gestion des données en français. C'est un outil à utiliser pratiquement dès le montage du projet, donc cette première phase du cycle de vie qui planifie, imagine le projet. Ce n'est pas un document administratif, comment dire, embêtant. Il faut le voir plutôt comme un tableau de bord, quelque chose qui va vous aider tout au long de la conduite du projet. C'est un document formel, bien sûr, explicitant la façon dont vous obtenez, documentez, analysez et utilisez les données, à la fois au cours de votre recherche et une fois le projet terminé. Il décrit dans le détail les méthodes et processus de création, de fourniture, de maintenance, de conservation et de protection des données. Et tous les projets aujourd'hui, c'est important à mentionner, tous les projets issus des appels à projets de H2020 et ANR doivent fournir les plans de gestion des données. En dehors du point particulier des DMP, c'est le développement de la culture FAIR, de la gestion et du partage de données, et chez tous les acteurs du cycle de vie de données qui est important. Donc, comment être FAIR? Bon, FAIR, je répète, Aude en a déjà parlé, Élise aussi, donc voilà, findable, accessible, trouvable, facilement trouvable, accessible, interopérable et réutilisable. Ces principes visent à promouvoir auprès des porteurs de projets une gestion saine et correcte des données comme part essentielle des bonnes pratiques de la recherche. Donc, on tend tous vers justement le respect de ces principes FAIR. Et là, j'ai mentionné le rapport justement qui a paru édité publié par la Commission européenne en 2016 sur les guidelines on fair data management in Horizon 2020. Donc ça, c'est la troisième version toujours accessible et bien sûr mise à jour. Ces lignes directrices doivent aider les bénéficiaires du programme Horizon 2020 à rendre leurs données FAIR. Donc, il y a un certain nombre de recommandations qui sont présentées là-dedans. Alors, à l'occasion de principes FAIR, trois petits focus sur surtout les entrepôts. On en a déjà parlé aussi dans les précédentes interventions. Research Data Repository est une base de données destinée à accueillir, conserver, rendre visibles et accessibles des données de recherche. Son rôle est de permettre les dépôts ou la collecte de données qu'il faut décrire leur accès, leur accessibilité, leur partage en vue justement de leur réutilisation. Dispose généralement d'une politique de dépôt, de description et de diffusion des données. Ces infrastructures s'inscrivent dans une démarche de partage et d'ouverture des données selon les principes FAIR, d'où leur importance. Et le choix d'un entrepôt, lors de la dit très justement, sera guidé plutôt par les pratiques de votre communauté scientifique. Donc,
je le redis aussi, les entrepôts thématiques sont absolument à privilégier. R3 Data, dont vous avez ici le petit logo, est un répertoire d'entrepôts de données créé par le consortium international DataSite, logo en dessous, qui œuvre pour le partage de données de recherche. Et aujourd'hui, R3 Data répertorie autour de 2500 entrepôts. Et un point sur les identifiants, donc le DOI, l'exemple de DOI, sont attribués justement à partir du dépôt dans un entrepôt de données certifié et accessible, selon une procédure précise d'enregistrement des fichiers et des métadonnées décrivant les fichiers et les données. Et donc, DOI est attribué par le consortium DataSite. Il permet justement, comme ORCID pour les identifiants chercheurs, identifier, référencer, citer et fournir un lien durable à un jeu de données. En France, c'est le CNRS qui est membre de DataSite et l'INIST, l'unité de CNRS, représente le CNRS justement et se charge d'attribuer les DOI. Les data papers sont un autre moyen, outil pour valoriser les données déposées dans un entrepôt que vous pouvez donc publier comme un article scientifique qui informe la communauté scientifique de l'existence, de la disponibilité et de la qualité de potentiel de données pour la recherche et l'innovation. Donc, quelque chose à promouvoir, en tout cas pas encore vraiment bien connu par toutes les disciplines, pas utilisé comme moyen de valorisation et de diffusion. En tout cas, il se distingue des articles traditionnels sur plusieurs points, parce qu'il est fait sur un jeu de données, il a pour finalité de les décrire, mais il ne comporte pas d'hypothèse, ni d'interprétation, ni de discussion des résultats par rapport à une question de recherche. Il peut différer éventuellement d'une revue à une autre, dépendra certainement de la ligne éditoriale de la revue éditrice. Les autres logos que j'ai montrés ici, c'est DMPOPIDOR, justement le service de l'INIST qui peut vous aider à rédiger et construire votre plan de gestion des données. Et le CatOpidor, qui est un catalogue proposé également par l'INIST CNRS, qui a pour objectif de cartographier les services français dédiés aux données de la recherche. Et là, un petit diapo sur les données FAIR, sur le principe FAIR, du prix sur le site d'OpenAir, et également une référence toujours d'actualité, publiée en 2016 par Wilkinson et Dumontier, The FAIR Guiding Principles for Scientific Data Management and Stewardship, qui sont toujours d'actualité. Alors, comme je l'ai dit tout au début, un petit point sur les questions juridiques pour achever cette partie de la diffusion de vos recherches, de votre recherche. En France, l'ouverture de données de recherche s'inscrit dans le premier volet de la loi pour une république numérique. La loi dite Axel Maire, publiée le 7 octobre 2016, et devient donc ainsi la règle et non plus l'exception. Le terme ouvert est défini comme la liberté d'utiliser, de modifier, de redistribuer librement les données. Open Data donc s'inscrit dans le mouvement mondial du libre accès à la connaissance, Open Knowledge, et plus largement de la science ouverte, et qui considère la science comme un bien commun dont la diffusion est d'intérêt public en général. La loi pour une république numérique assimile les données de recherche à des données publiques. Ça, c'est important de se le rappeler. À l'instar des données produites par l'administration, elles sont désormais incluses par défaut dans le principe de données ouvertes. En principe, les données de recherche doivent être publiées sur Internet et rendues librement réutilisables. Il y a bien sûr des exceptions liées à la protection des données personnelles, de la vie privée, ça c'est tout ce qui relève de la RGPD,
à la protection des droits des propriétés intellectuelles, au respect des secrets industriels et commerciaux. Les droits accordés par l'auteur peuvent être formalisés sous la forme de licences inspirées du modèle Creative Commons, et vous avez le lien ci-dessous, qui régit les conditions de réutilisation ou de distribution des œuvres, par exemple à usage commercial ou pas. Et en dernier point, je voudrais vous signaler la parution récente, en octobre 2020, de la deuxième édition du guide « J'ai publié quels sont mes droits », qui a été en 2013 initié par le CNRS et maintenant repris et édité donc, avec les collègues du Comité pour la science ouverte, ce fascicule qui donc résume très clairement la situation que peut rencontrer un chercheur lorsqu'il souhaite diffuser des données. Bon, on parle ici surtout des données liées aux publications. Sinon, j'ai publié quels sont mes droits, fait plutôt les focus sur les publications scientifiques et la publication de tout autre document scientifique. Et en dehors des données à proprement parler, sauf si elles sont rattachées à des publications ou ici des publications. Il fait donc rappel sur les droits d'auteur, informe sur la science ouverte, mais on garde sur la surveillance à opérer lors de la signature des contrats d'édition une fois la publication faite. Et là, vous avez à droite, j'ai fait une copie d'écran pas d'écran, mais une copie du sommaire justement de ces petits guides que je vous recommande vivement. Alors, pour finir, les trois focus rapides sur des points particuliers. Le premier concerne la reproductibilité, la recherche reproductible qui n'est pas vraiment la synonyme de la science ouverte, c'est un prérequis. C'est un facteur important pour la science ouverte, mais c'est quelque chose qu'on fait déjà pour soi. Et il existe des dispositifs pour attester de la reproductibilité d'une recherche tout en respectant des enjeux et des non-divulgations. La recherche reproductible n'est pas une fin en soi, c'est lié au fait qu'il n'y a pas de définition standard, l'objectif varie selon les disciplines. Et on ne peut pas mettre les besoins de transparence sur les mêmes éléments, selon les caractères plus ou moins fondamentaux ou appliqués de son champ. Et la ligne de partage n'est pas entre sciences dures et sagesse, surtout pas. Pour un chercheur, il n'y a rien de plus frustrant que l'impossibilité de reproduire des résultats majeurs obtenus quelques mois auparavant. Les causes de ce type de déconvenues sont multiples et parfois pernicieuses. Ces phénomènes participent à ce que certains identifient, Lise l'a mentionné aussi déjà, comme une crise de la reproductibilité de la recherche. Et en pensant à la recherche reproductive, pensez à des relais dans les labos. Et il y a d'autres personnes qui peuvent, pas s'en charger, mais disons qui peuvent être les personnes ressources, les ingénieurs en traitement et analyse de données, les statisticiens également. Et en bas, je vous propose une référence, un lien sur un livre vers une recherche reproductible qui est très complète. Et ce livre a été rédigé lors d'un book sprint par plusieurs personnes. Ces livres considèrent un ensemble de situations et des pratiques potentiellement dangereuses afin d'illustrer et de mettre en évidence les symptômes de la non-reproductibilité dans la recherche. À chaque fois, le livre propose un éventail de solutions allant à la fois de bonnes pratiques faciles et rapides à implémenter jusqu'à des outils beaucoup plus techniques, mais tous gratuits et mis à l'épreuve par les auteurs eux-mêmes. Et à droite, vous avez deux annonces, si on peut dire. Le premier, c'est une vidéo à consulter sur YouTube, recherche reproductive, petite bataille, grands enjeux. Et dans une partie des auteurs sont auteurs également du MOOC, sur la recherche reproductive, dans la troisième session va avoir lieu en mois de mars l'année prochaine.
Deuxième focus sur la question liée au logiciel et code source. Et donc, l'initiative Software Heritage, dont je voulais dire deux mots, créée en 2015 sous l'impulsion d'INRIA. Software Heritage est une archive ouverte dont la mission est de collecter, préserver et partager les codes sources de tous les logiciels publiquement disponibles. Les logiciels sont la clé, selon les concepteurs de Software Heritage, pour accéder à l'information et une part essentielle du patrimoine de l'humanité. Donc, comme dit Roberto Di Cosmo, un père de Software Heritage, construire les piliers. Il est vraiment important de construire les piliers logiciels de la science ouverte. L'initiative Software Heritage considère que le logiciel doit être collecté, préservé. Tous les logiciels disponibles publiquement sous forme de code source. Donc, il produit 3 conseils. Comment archiver et référencer les codes sources facilement, et comment les citer, comment citer les logiciels dans les articles avec des pointeurs vers Software Heritage, pour ceux qui utilisent la tech notamment, et comment les déposer dans HAL et Software Heritage. Protocole d'ailleurs est en cours d'amélioration et la documentation évolue et elle va être bientôt disponible sur le site de HAL. Troisième focus sur le text and data mining, plutôt sur text mining. Qu'est-ce que c'est déjà text mining ou la fouille de texte? C'est un ensemble de méthodes et de traitements informatiques qui consistent à analyser le sens des textes en langage naturel pour en donner une représentation utilisable par les hommes et par les ordinateurs. Autrement dit, elle désigne un ensemble de traitements automatisés consistant à extraire des connaissances dans un ensemble de contenus numériques qui peuvent inclure à la fois les textes, les données, des sons, des images ou encore d'autres éléments. Et sans rentrer dans les détails techniques du processus du TDM, je vous propose ici juste quelques images de liens qui représentent des liens intéressants et vous pouvez trouver beaucoup d'informations. Le premier, c'est le projet OpenMinded, qui d'ailleurs a déjà été arrêté. Par contre, la documentation existe toujours et elle est disponible sur le site. Et justement, c'est un cours d'introduction qui constitue un très bon point de départ au concept du text and data mining. Ce cours a été d'ailleurs au départ proposé surtout au personnel de soutien à la recherche, mais aujourd'hui, on sait que beaucoup de chercheurs, des jeunes chercheurs, le trouvent très utile. Deuxième point, c'est le schéma de JISC, juste en dessous, à gauche de la slide, qui propose justement, qui présente ici les différentes étapes d'exploitation de publications scientifiques, très clairement définies. Bon, je ne les commente pas plus que ça. Ensuite, vous avez la future directive qui est en train d'être transposée, la directive européenne sur le TDM et les directrices sur les TDM pour les utilisateurs des TDM, en sachant que le paysage juridique des TDM est très compliqué, est plutôt compliqué, et justement les présentes lignes directrices ont pour but de donner aux utilisateurs, aux praticiens, une vue d'ensemble de ce paysage juridique pour qu'ils puissent prendre conscience des problèmes juridiques potentiels et réduire tous les risques. Et comme je l'ai dit, la directive européenne en la matière est en train d'être transposée, article 3 notamment, où le TDM qui dit que le TDM sera possible sur tout objet du moment où il est accessible. Il n'y aura plus besoin de licences particulières qui l'autorisent. Et le dernier focus rapide sur les problématiques de l'évaluation, puisque la science ouverte amène aussi des changements
ou en tout cas une réflexion sur les changements de la façon dont l'évaluation est aujourd'hui menée, l'évaluation de la recherche, des résultats de la recherche, et que tout le monde considère qu'il est urgent d'améliorer ces méthodes. Et l'évaluation des résultats de la recherche scientifique par les agences de financement, par les établissements d'enseignement supérieur et de recherche et d'autres parties. Et l'initiative DORA, c'est la déclaration de San Francisco sur l'évaluation de la recherche, affirme justement la nécessité de transformer les méthodes d'évaluation des résultats de la recherche scientifique. Il s'agit d'une initiative mondiale couvrant toutes les disciplines universitaires et tous les intervenants clés. Donc, comme je disais, agences de financement, les établissements éditeurs et chercheurs, et qui a été signée par un certain nombre de nos établissements dans le CNRS. Voilà, donc je voulais vous le signaler. Sinon, je vais terminer avec comment aller, ou plutôt où regarder pour aller plus loin. Et je vous présente ici un certain nombre de liens sur notamment Research Data Alliance, là, le nœud français, créé il y a déjà un certain nombre, il y a plus de 2 ans à peu près, et qui est très actif, RDA, dans son fonctionnement avec les groupes de travail et les groupes d'intérêt. Donc, je vous encourage vivement d'y aller et voir toutes les thématiques qui sont portées par RDA. Et le Coupiste, vraiment un site, une mine d'informations au sujet de la science ouverte, globalement de la science ouverte, et plus particulièrement sur des publications et sur des données de la recherche. Catopidor, je l'ai déjà mentionné, Doranum, un site d'auto-formation à distance, dispositif de formation à distance proposé par INIST et l'URFIST et les réseaux d'URFIST. Je voulais vous signaler aussi, pour ceux qui sont proches du CNRS, l'existence du groupe de travail atelier données, justement, qui regroupe les membres de différents réseaux, de différents métiers, et c'est là son intérêt. Et les réseaux, les urfistes aussi, qui proposent beaucoup de formations et des formations et d'informations au sujet de la science ouverte. Et je vous signale aussi le guide de Sciences Po sur la science ouverte, et comme bien sûr, toujours de façon on continue le site du COSO, très riche en informations, et je signale qu'il est en train d'évoluer, donc il va être encore plus, on va dire, accessible et plus facile de consultation, et aussi le site de Couperin consacré à la science ouverte. Et je signale aussi l'apparition très prochaine, je pense en janvier, de la version française de Foster Open Science Training Handbook, que nous avons donc eu aussi des collègues du Collège Compétences de le traduire avec d'autres collègues issus de membres de l'enseignement supérieur de la recherche. Je sais qu'il y a eu pendant ces sprints, ça a été fait pendant un sprint également, les collègues des associations de doctorants. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention et je suis prête à répondre à vos questions. Merci Johanna pour cette présentation très complète. Alors, on a le temps pour prendre une ou deux questions. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Sinon, moi, j'en ai une. Enfin, c'était un petit message, parce qu'il y a un participant qui a dû malheureusement nous quitter avant la fin et qui souhaitait avoir les liens vers les petits livrets pratiques dont vous parliez. Passeport, le passeport ou le passeport est diffusé en version anglaise aussi, donc ça peut être intéressant. Oui. Française et anglaise sur les sites Ouvrir la science, donc le site du COSO. D'accord, sur le site du COSO. Moi, je vais vous envoyer les liens, il n'y a pas de problème là. Oui, si on peut. Sur les chats. Oui, pas de problème. Merci. Et vous parliez aussi à un moment, non, sur votre slide 13 de livrets mis à disposition par les auteurs aussi, il y a plusieurs choses. J'ai publié quels sont mes droits?
Oui, c'est ça. Oui, également maintenant sur les sites d'Ecodo. Ce sont les productions du collège. D'accord. Là, je vous D'accord. mets tout de suite parce D'accord. que Super. Merci. mais voilà, les deux sont vraiment très utiles. Donc, voilà, dans le lien. Donc là, vous avez le passeport. D'accord. De toute façon, je vous invite à vraiment à visiter de temps en temps le site Ouvrir la science, puisqu'il est riche de rapports, synthèses produites justement par les membres du comité pour la science ouverte dans différents domaines. On a eu justement le groupe qui a travaillé autour de l'appel de Jussieu, sur les recommandations, le rapport sur la biodiversité, etc. Donc, je pense que ça, si on s'intéresse à la science ouverte, c'est vraiment un site à consulter régulièrement. Voilà. Voilà, et le Très guide bien. Oui. j'ai publié. Super. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je crois que... Alors, je crois qu'il y a Norma Gracia Sanchez, si vous voulez prendre la parole. Oui. Je ne me présente pas parce qu'on a intervenu tout à l'heure. Oui. On se connaît. Oui, merci Joanna pour cette intervention, pour cet éclairage exhaustif, et je souhaite apporter 3 points. Et les premiers, on a déjà, dans la première intervention, exposé, c'était aussi, et si je reviens, c'est parce que c'est un enjeu clé dans la pratique en ce moment pour les sciences ouvertes, dans les sciences physiques ou astrophysiques en général, sciences de l'univers, et donc dans les laboratoires. Et cet problème, en quelque sorte, de la science ouverte payante, c'est-à-dire les publications qui demandent, qui sont ouvertes, mais les chercheurs doivent payer pour publier. Bien sûr, on parle des revues qui ont des qualités, qui sont après les référis par leurs pairs, etc., etc. Mais la publication open access ou accès ouvert, dans beaucoup de disciplines, aujourd'hui, a un prix. Et donc, soit les laboratoires les payent, et parfois les laboratoires ne les payent pas, soit on tombe seulement dans les... Et ça, c'est déjà connu dans les programmes Horizon 2020, ONR, etc., où il y a déjà une partie dédiée. Mais c'est complètement, ce n'est pas pour tous les projets. Et ce n'est pas non plus l'idée de faire cela. D'autre part, ça c'est le premier point. Donc, c'est un point à régler. Et à régler, je veux dire, dans le sens positif que je le pose, parce que le Conseil scientifique du CNRS s'est penché en octobre 2020, a issu, que c'est très bienvenu, un avis ou une recommandation dans ce sens, ou plutôt une prise de date, et c'est très bien. Le deuxième point, c'est, et j'en suis ravie, tous les NIST et les archives ouvertes, les halles, hein, qui donnent un grand service pour les chercheurs, en tout cas, disons, dans toutes ces disciplines dont je parle, et qui se sont beaucoup développées, parce qu'avant n'étaient pas associés à la fiche d'évaluation. Il y avait des chercheurs même qui ne connaissaient pas, qui allaient directement vers des archives, disons, placées aux États-Unis ou autres. Et donc, c'est très, très bien. Et
maintenant, pour tous ces repositoires d'archives qui sont donnés au niveau européen, RI, 3Data et beaucoup d'autres qui étaient mentionnés, la plupart des chercheurs, disons, de nos disciplines, ne connaissent pas. Pour nous, déjà, depuis l'âge où j'ai parlé, disons qu'on a commencé à développer la science ouverte dans les années 90, il y a l'archive, bien sûr, qui s'est beaucoup développé, et ensuite, pour nous, les ADS, c'est-à-dire NASA, Archive dans le même sens, et Strasbourg, toute la base de données à Strasbourg est un miroir qui est très, très important, et peut-être d'autres, je cite, parce qu'il y a d'autres, bien sûr, je ne veux pas, mais ça me vient à l'esprit, mais je sais que vous, disons que tout l'archive qui a développé les logiciels, et INRIA aussi, qui a des miroirs, c'est très, très important et actif et très efficace. Et Harvard Smithsonian aussi a fourni, disons, a donné beaucoup des idées pour cela. Et en physique de haute énergie, tous les high energy physics, pour ce qui est INDP3, etc., les HEPNET aussi dans le même esprit. Et donc, et pour finir, donc nous voyons un peu aussi toutes ces parties des repositoires au niveau européen, peut-être un peu lourd, mais bien sûr, ce n'est jamais mauvais de répliquer l'information à plusieurs. Il y a ORCID, qui est l'identifiant c'est le système identifiant pour articles préprint, qui au niveau international, ça marche très, très bien, et c'est assez universel, et disons, on les lie avec les HAL, on peut les lier, et c'est beaucoup plus dynamique. ORCID, même pour les publications. Et j'ai fini, Johanna, puisque je suis dans l'esprit CNRS, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, le CNRS, et la science ouverte, il y a aussi, pour cela, et tout ce dont nous parlons, et l'autre aspect, interdisciplinarité, qui au CNRS, il y a tout un département et qui, justement, on parle beaucoup de faire l'interdisciplinarité comme démarche aussi, parce que c'est à la frontière des connaissances, on ouvre un nouveau domaine à la frontière, dans vraiment ces fonds de découverte, et naissance de nous, comme les neurosciences, par exemple, mais aussi dans les sciences exactes et dans les sciences humaines aussi, disons, c'est une source. Et donc, la science ouverte est voilà un chemin à unir aussi, faire des vaisseaux communicants avec l'interdisciplinarité. Il y a un grand département, grand ou petit, une mission interdisciplinaire au CNRS, et je trouve que justement, entre les chercheurs, on ne s'est pas ouvert encore parce qu'on ne se connaît pas, etc. La science ouverte aide, et l'interdisciplinarité, cette mission, je trouve, qui devrait faire, disons, devrait vous contacter plus, disons, travailler, parce que les HAL et ces démarches que vous aviez fait, ça a été très, très efficace, et c'est un développement. Donc voilà une autre idée, je trouve, à développer plus. Merci. Merci, Madame Sanchez, pour vos remarques. Je voulais juste préciser qu'en effet, la mission pour l'interdisciplinarité au CNRS travaille main dans la main avec notamment les réseaux
métiers, notamment avec la direction des données ouvertes de la recherche. La directrice de la mission pour l'interdisciplinarité, c'est Martina Knoop, qui fait partie encore aujourd'hui du comité pour la science ouverte. Donc, elle est très sensibilisée sur des questions de la science ouverte.